Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat, édition spéciale. Ce soir, autour de la situation en Égypte, où les partisans d'Hosni Moubarak ont sonné la charge sur la place Tahrir. Des heurts d'une extrême violence avec les manifestants qui ont fait au moins 500 blessés et un militaire tué. Alors pour évoquer cette journée et ses conséquences, de nombreux invités sur notre plateau. Et puis nous serons en direct depuis la capitale égyptienne. Je suis meurtri de ce dont on m'accuse, a déclaré ce soir Michel Alliot-Marie, qui exclut de démissionner après les révélations du Canard enchaîné, affirmant que la ministre des Affaires étrangères a eu recours au jet privé d'un riche homme d'affaires tunisien présenté comme proche du clan Ben Ali. Le Parti socialiste demande sa démission ce soir. Réaction à suivre de notre invité, le communiste Robert Rue. Bonsoir et merci d'être avec nous. À coups de barres de fer, de pierres et de couteaux, les deux camps, pro et anti-Moubarak, se sont fait face au centre du Caire, sur la place Tahrir, devenu le symbole de la résistance. L'image du jour restera celle d'hommes du pouvoir chargeant les manifestants à dos de chameau. Et plus que jamais ce soir, la population vit dans la peur. Aurélien Romano. La journée avait commencé comme les autres. Les manifestants se sont regroupés place Tahrir, autour de ceux qui ont campé toute la nuit. Des slogans, des prières. Puis les pro-Moubarak sont arrivés. Réunis à quelques mètres de là, ils ont reçu en renfort des cavaliers qui ont chargé en chameau. La police s'est interposée en arrosant la place de gaz lacrymogène. Des milliers de pro-Moubarak ont afflué, la place se vidant petit à petit. Des affrontements violents ont eu lieu dans les rues adjacentes. Certains lancent des pierres du haut des toits. L'armée a procédé à des tirs de semonce, mais elle est restée confinée dans sa neutralité. À la nuit tombée, le centre-ville est à feu et à sang. Les combats de rue se font à coups de pierre, parfois à l'arme blanche et au cocktail Molotov. Dans les hôpitaux, les blessés affluent, il serait plus de 500. Dans la précipitation, les premiers soins sont prodigués à même le sol. Le premier mort est un militaire, tué dans des circonstances encore confuses. Dans la soirée, une garde de rue fait rage à proximité du musée du Caire. Et ça ne risque pas de s'arrêter. Les frères musulmans, principale force d'opposition, refusent catégoriquement que le président égyptien reste en poste jusqu'en septembre. Voilà, et ce soir, les appels à l'arrêt des violences se multiplient en provenance de l'Union européenne et des États-Unis. Les États-Unis qui ont appelé à un changement politique immédiat en Égypte. Nous évoquerons tout à l'heure avec nos invités la délicate posture américaine vis-à-vis de leur principal allié dans le monde arabe. Et je vous précise à l'instant que Hillary Clinton demande au vice-président égyptien donc une enquête sur les violences en cours dans le pays. Mais d'abord, nous allons nous rendre directement au Caire où l'on retrouve Stéphanie David, responsable de la Fédération internationale des droits de l'homme. Sur place, Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Alors il y a encore une heure, les violences se poursuivaient sur la place Tahrir. Est-ce qu'il y a un retour à un calme qu'on imagine précaire ce soir? Non, pas du tout, justement. On a l'impression que les violences redouble à l'instant où je vous parle. Depuis quelques minutes, en fait, il semblerait qu'il y ait beaucoup d'agitation sur la place Tahrir. Des cocktails Molotov sont lancés. Il y a effectivement beaucoup d'agitation. L'armée tire des coups de semonce. Pour l'instant, ce ne sont que des coups de semonce. Mais effectivement, si la place s'était vidée en fin d'après-midi, il semblerait que les manifestants soient un peu plus nombreux là, à 11h du soir. Et Stéphanie, ces hommes qui ont créé le chaos, vous les avez vus chargeant les manifestants aujourd'hui, on dit qu'ils sont une centaine. Est-ce que l'on sait précisément s'il s'agit de policiers en civil? Non, on ne sait pas exactement qui ils sont, évidemment. Il y a beaucoup de suspicions, oui. Les gens ici ce soir disent que effectivement, beaucoup d'entre eux appartiendraient au service de sécurité. Certains seraient aussi des militants du Parti national au pouvoir, mais on peut aussi imaginer qu'effectivement le régime se soit servi aussi de gens de la rue, hein, des quartiers les plus défavorisés, qui sont de toute évidence, qui ont certainement été galvanisés aussi par le discours du président Moubarak hier soir à la télé, et qui se rendent compte que effectivement le régime n'est pas encore tombé, et qui aujourd'hui déjà était beaucoup plus sensiblement pro-Moubarak
Moubarak dans la rue. Donc les choses se compliquent un peu. Oui. Dernière question, Stéphanie. On a vraiment vu aussi la foule terrorisée. Est-ce que malgré tout, leur détermination reste intacte et l'on peut s'attendre à de nouveaux rassemblements dès demain et puis surtout vendredi? Oui, on s'attend à de gros rassemblements vendredi. Je ne sais pas du tout quelle sera l'ambiance effectivement demain matin autour de la place Tahrir. Je sais les militants et les activistes pro-démocrates toujours très motivés, évidemment. Je pense aussi que certains ont été échaudés après ce qui vient de se passer ce soir. En tout cas, la journée de vendredi risque d'être très agitée, oui. Merci beaucoup Stéphanie David en direct donc du Caire et vous nous précisez donc que les violences se poursuivent actuellement donc à 11h du soir sur la place Tahrir au centre du Caire. Nous allons passer à présent à l'analyse de cette journée et puis de ses conséquences avec nos invités qui nous ont rejoints sur le plateau du 22h pour cette édition spéciale. Je vous le rappelle autour de la situation en Égypte. Alors ils sont politologues et auteurs de ce livre Penser le Coran, c'est aux éditions Grasset. Bagat El Nadi, bonsoir. Bonsoir. Et Adel Rifat, bonsoir. Et je rappelle, vous avez un nom de plume commun, hein, Mahmoud Hussein. Donc on vous reçoit avec plaisir tous les deux ce soir. Nous sommes là avec plaisir. Et avec nous également Thomas Negarov, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. historien, spécialiste des États-Unis. Avec vous, on va évoquer les conséquences de tout cela sur la scène internationale. Mais je vous propose d'abord, messieurs, de revenir sur l'actualité du jour avec ce qui s'est passé aujourd'hui, ces hommes que l'on a vu charger la foule. Est-ce que selon vous, ils sont en service commandé? Est-ce que c'est le scénario le plus Il n'y a plausible? pas de mystère. Le ministre des Affaires intérieures en Égypte a annoncé hier ou avant-hier que 17 000 prisonniers se sont évadés. J'ai du mal à comprendre comment 17 000 prisonniers peuvent s'évader en Égypte. Et nous connaissons le système là-bas. Mais c'était une préparation de l'opinion publique pour ce que s'est passé aujourd'hui. Je crois que c'est clair. Il y a un complot. On veut discréditer d'abord les manifestants en prétendant qu'il y a des manifestations hostiles à ces manifestants. De l'autre côté, ils veulent semer la panique parmi les manifestants. Non, vous écartez complètement ce soir le scénario qu'on vient peut-être d'entendre avec Stéphanie David sur place qui dirait que peut-être ce sont des manifestants pro-Moubarak qui seraient descendus comme ça dans la rue au lendemain du discours du président. Elle vient de dire une absurdité. Dans des quartiers défavorisés, ces gens-là qui sont soumis à l'oppression constante de ce régime depuis qu'ils sont nés, ils vont aller lancer des pierres sur d'autres manifestants comme eux qui sont là sur la place Tahrir. C'est une absurdité. On peut parler de gens qui éventuellement viendraient d'un quartier défavorisé ou pas, mais surtout du parti de Moubarak, à qui on donne de l'argent. Nous avons des amis qui nous ont appelés il y a 1 heure du Caire et qui nous ont dit que dans la rue Talat Harb, qui débouche sur la place Tahrir, il y avait 20 personnes parmi les provocateurs dont on a découvert les cartes et on a vu que c'était bien des gens de l'intérieur. Ils les ont remis pacifiquement à des gens de l'armée et on a vu 3 d'entre eux commencer à sangloter en disant on nous a obligés, on nous a donné des ordres, etc. Donc assez de faire comme si nous avions un mouvement et un contre-mouvement. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent quand même. Peut-être vous allez nous l'expliquer, sur la non-intervention de l'armée qui est restée neutre aujourd'hui. Est-ce qu'elle est dans son rôle? Alors, il y a une longue histoire de l'armée en Égypte, mais je voudrais juste signaler quelque chose. On parle de l'armée et on a raison. On parle des Américains et on a raison. On parle de Moubarak, ce qu'il doit faire, on a raison. Mais n'oublions pas une petite chose. C'est que tous ces gens-là seraient dans leur lit tranquillement à dormir s'ils ne les avaient pas réveillés un mouvement dont ils n'avaient pas prévu l'émergence et qui est en train de bousculer tous leurs agendas. Bien sûr, le principal rôle et acteur, c'est le peuple Absolument, égyptien qui parce est dans la qu'on rue, oublie ne de le l'oublions dire. pas. Non, je vais vous dire pourquoi j'insiste. C'est que parfois on va jusqu'à dire une révolte, c'est intéressant, c'est spontané. Mais c'est une révolution comme l'Égypte n'en a pas connue depuis 1919. C'est une révolution qui est à la fois immense, totale, incluant toutes les classes égyptiennes, toutes les religions et toutes les sensibilités. Et c'est une foule fantastique dans la mesure où elle est pleine de maturité, pleine d'intelligence spontanée. Et j'ajoute un truc qu'on ne dit pas assez. Un des mots d'ordre essentiels, nous sommes une révolution pacifique, non violente. Oui, bon. Mais malgré tout aujourd'hui, malgré tout, et on les voit, ce sont des images d'une extrême violence, des images qu'on n'a pas vues. Vous parlez d'une révolution qui s'est déroulée en Tunisie, on n'a pas vu ces images, ce sont des images qui ont choqué par leur violence. Aujourd'hui, ce n'est plus une révolution
pacifique. Non, je parle de l'intention des manifestants. Et jusque-là, ils ont maintenu ce mot d'ordre, que même si on nous frappe, nous n'allons pas frapper. Et ils insistent pour le... Alors juste un dernier détail, une personne avait parlé notamment en disant « Ah, les frères musulmans, qui sont la seule force d'opposition, ont décidé que Moubarak... » Mais ce n'est pas eux qui ont décidé. Dès le départ, ils n'étaient pas dans le coup. Et ils sont en train de s'insérer avec d'autres forces, même s'ils ont une assise plus large, mais ce n'est pas eux qui décident. C'est ça qu'il faut savoir. Ils sont en train de s'insérer avec le logiciel de la révolution du peuple. C'est pas le leur, c'est pas la charia qui prend. On a bien noté ce que vous dites. Avant de passer à la scène internationale, Bagat Anadi, sur ma question sur l'armée, malgré tout, elle joue un rôle important. Sa neutralité aujourd'hui, comment vous l'avez interprétée? Un rôle ambigu. C'est-à-dire, il y a quelques-uns qui se sont joints au président Moubarak, comme Omar Suleiman, comme Ahmed Shafi, comme l'autre, le ministre de l'Intérieur. Mais la base de l'armée est avec le peuple. On a vu dans les Médan al-Tahrir comment ces soldats se fraternisaient avec les manifestants, comment ils ont refusé de tirer sur les manifestants, comment ils ont protégé même les manifestants, comment, quand il y a eu la manifestation là d'hier, la manifestation d'1 million, il y avait des gens... Mais iront-ils jusqu'à lâcher le président Moubarak? Ça, c'est une question qui dépend de beaucoup de facteurs. Et j'avoue, comme nous n'avons pas prévu la révolution, nous n'allons pas dire que nous allons maintenant prévoir l'issue de cette situation. Il y a une situation très compliquée où il y a des facteurs internationaux qui interviennent, comme Washington, comme Israël surtout. Alors justement, on va en parler et puis on va en parler aussi avec vous. On va écouter sur ce point la position très importante de Barack Obama qui a donc appelé aujourd'hui à une transition démocratique tout de suite. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, Hillary Clinton qui réclame une enquête donc sur les violences en cours. On va écouter le président des États-Unis sur l'Égypte. Ce n'est le rôle d'aucun autre pays de choisir les dirigeants égyptiens. Seuls les Égyptiens peuvent le faire. Et ce qui est clair, et c'est ce que j'ai dit ce soir au président Moubarak, c'est qu'une transition ordonnée doit être entière. Elle doit se dérouler pacifiquement et elle doit commencer maintenant. Alors, Thomas Negarov, il a longtemps hésité, mais finalement, on peut dire peut-être qu'il a tranché aujourd'hui, puisqu'il appelle à une transition démocratique tout de suite. Est-ce que... Now, comme vous l'avez dit. Finalement, on peut dire... Si on fait un rappel à l'histoire, qu'il ne suivra pas l'exemple de Jimmy Carter avec la chute du Shah d'Iran, c'était en 79, il ne va pas le soutenir jusqu'au bout déjà, ça se voit. Non, mais ils ont un peu tergiversé, mais en même temps, on peut le comprendre. Alors, on reproche souvent à Barack Obama le temps de la réflexion, qu'il est passé dans l'action. Je crois qu'il a quand même réagi relativement vite. Je ne sais pas si mes amis égyptiens sont d'accord avec ça. On pensait que plus longtemps, les États-Unis soutiendraient un régime qu'ils ont tenu à bout de bras quand même pendant 30 ans. Je rappellerai que l'aide américaine, qu'on dit toujours comme étant la deuxième aide de la région après Israël, plus de 30 milliards depuis 30 ans, d'accord, mais spécifiquement dans le domaine de l'aide militaire. Ouais. Alors qu'en 2004, il y avait une proposition pour qu'elle devienne de l'aide économique, et le Congrès avait dit non, on laisse de l'aide militaire. Donc on comprend que les États-Unis ont soutenu pendant très longtemps, et on verra pourquoi ce pays pendant aussi longtemps, depuis 82 et même encore avant, de 81 et même encore avant avec Sadat, pour la stabilité régionale, pour l'alliance avec Israël, et puis aussi parce que l'Égypte est un leader naturel dans la région et que c'est un leader modéré, et pour les États-Unis c'était quelque chose d'être extrêmement favorable pendant la guerre froide, et aujourd'hui avec de nouvelles menaces, que d'avoir cet allié peu regardant sur la démocratie, mais un allié quand même. L'avenir de l'Égypte, évidemment, il appartient aux Égyptiens, et Barack Obama l'a rappelé, mais tout de même pour les États-Unis, qui pourrait être l'alternance la plus crédible? Est-ce que c'est Mohamed El-Baradei qui joue quand même un jeu assez trouble avec les frères musulmans? Alors, j'ai un peu lu dans la presse américaine ce qu'ont écrit ce qui est sorti par Wikileaks, ce que disaient les Américains dans les câbles diplomatiques d'El-Baradei. Ils sont pas très favorables à lui, parce qu'ils trouvent qu'il a été extrêmement dur, notamment lors de l'intervention, mais l'Égypte aussi, de 2003 américaine en Irak. Ils trouvent qu'il est un peu trouble aussi avec, effectivement, les musulmans, enfin les islamistes, pardon. Ils trouvent qu'il est pas assez dur, comme a pu l'être Moubarak. Ils sont pas absolument emballés par El-Baradei, qui pourtant, lui, est très emballé par Obama. Puisque, je rappelle quand même qu'il y a 1 an et demi, le discours avait été fait au Caire sur la dénucléarisation du monde, ce qui est une thématique proche. Donc, il y a des rapports un peu complexes qui vont se jouer. Je pense qu'humainement, ils s'apprécient beaucoup l'un l'autre, mais diplomatiquement, je ne sais pas si c'est le candidat favori des Américains aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ce n'est probablement pas le candidat favori.
Ça peut être un candidat de rechange si jamais ce qu'ils préfèrent, eux, n'arrivent pas à se réaliser, c'est-à-dire un candidat de l'armée. Par exemple, notons que Hillary Clinton... le temps que l'armée veut bien de lui, et après il part, c'est ça? Qui tiendra le temps de la transition, ou ça peut être l'homme d'un avenir sur le long terme? Le scénario tel qu'on peut l'imaginer du côté américain, parce qu'il se précise quand même de plus en plus, il voudrait bien de quelqu'un comme Omar Suleiman, ou comme le chef d'état-major, que les Américains connaissent bien, qui sont impliqués dans la politique qui les intéresse, et donc c'est entendu que c'est ça qu'ils préfèrent. Notons que Hillary Clinton, si j'ai bien compris, a demandé qu'une enquête soit ouverte sur les violences, mais elle a demandé à qui? À Omar Suleiman. Tout à fait. Donc c'est quand même intéressant. Qui s'est exprimé lui-même ce soir en appelant à la fin des violences pour que les discussions débutent. Omar Suleiman ce soir. Oui, mais bon, maintenant, c'est pas le peuple qui a choisi la violence. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire des hypothèses, de présenter des hypothèses. Ah, ce soir, on n'a pas le choix que de faire cela. Alors, pourquoi ne pas faire l'hypothèse de quelqu'un comme Amr Moussa, par exemple, qui est un homme respectable, respecté, bien sûr. qui est civil, qui a été écarté de son ministère parce qu'il s'était opposé à... Qui est à la tête de la Ligue arabe. Mais pourquoi ne s'est-il pas mis en avant ces derniers jours? Il essaye, et je crois qu'il a des bases. Il y a beaucoup de gens qui le respectent. N'oublions pas qu'il y avait un chanteur qui avait fait une chanson dans le temps qui disait « Je déteste Moubarak, mais j'aime Amr Moussa », qui était devenu très, très populaire, la chanson. Donc peut-être ça peut être l'homme providentiel qu'on va voir un peu émerger. Non, pas providentiel. Parce qu'il faut bien entendre une chose. Je ne sais pas si les Américains le savent, parce qu'ils ont fait beaucoup de gaffes, mais ce n'est pas les Américains qui nous intéressent aujourd'hui. C'est si jamais Moubarak se retire, puisque c'est ça l'idée essentielle. Et d'ailleurs, on ne se rend pas compte à quel point la révolution insiste là-dessus. Il faut que symboliquement, la légitimité qu'il a perdue soit admise comme étant une légitimité perdue et que tout commence à partir de la légitimité de cette révolution. Et alors, à propos de ça, il faut bien voir que des solutions commencent à émerger. Ce n'est pas un homme providentiel. Ce serait un homme qui, à la place de Moubarak, dans une configuration à voir dans les jours qui viennent, pourrait ouvrir avec les manifestants, avec les forces de la Révolution, dont les partis dits d'opposition font partie simplement, mais ne sont pas à la place dirigeante. À partir de ce moment-là, on dit qu'il pourrait y avoir un gouvernement de transition, il pourrait y avoir un comité de salut public, enfin tout ce qu'on veut, et à partir de 2 ou 3 points très très évidents, très clairs. Primo, fin de l'état d'urgence, qui a fait de l'Égypte une dictature absolue. 2, dissolution des 2 chambres du Parlement, qui ont été honteusement élues, enfin honteusement, qui ont été mises là, en dépit de tout processus démocratique. Dernier point. Et puis, le point d'un comité des sages. Abolition. Le comité des sages pour surveiller un petit peu la mise en place de cette transition et des réformes. Et pas seulement la mise en place. Faire un toilettage ou un changement de la Constitution. On finit sur un point important, parce qu'il faut qu'on parle aussi d'Israël. Il y avait une justement, Thomas Negaroff, une de Haaretz qui disait Israël qui demande à ses alliés de freiner ses critiques contre l'Égypte de Moubarak. Est-ce que finalement, ce soir, alors on se parle, Moubarak a encore un allié, eh bien c'est Benyamin Netanyahou. Oui, enfin Israël. Israël, bien sûr, et Netanyahou et puis les autres, parce que les travaillistes aussi ont été très alliés de l'Égypte. Bon voilà, après, ce soir, on n'a pas envie, j'ai pas envie d'imaginer un axe du mal, un nouvel axe du mal qui serait Moubarak, Netanyahou contre le reste du monde. Il y a aussi une stabilité régionale qui se joue. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, processus de paix, oui. Oui, et on sent bien qu'en Israël, c'est une question extrêmement tendue, parce que l'autorité palestinienne, en revanche, et le Hamas restent extrêmement prudents. Il n'y a pas de manifestation, ils retiennent les manifestants pour justement pas qu'il y ait l'image comme ça que le radicalisme palestinien finalement a fait cause commune avec la rue palestinienne, égyptienne, pardon, qui tendrait un peu à troubler le discours de cette révolution pacifique, populaire, très belle et très romantique aussi d'une certaine manière. Donc effectivement ça se joue. Mais vous avez raison, aujourd'hui l'un des principaux alliés c'est Israël. Les États-Unis aussi, même si parce que pour eux, ils parient sur une transition, bien sûr, ce soir, mais évidemment, mais une transition, encore une fois aujourd'hui, menée par l'armée pour Washington et qui garantira la stabilité régionale. Alors avant, juste une petite nuance à ajouter parce que c'est important, c'est une information. Oui. Ehud Barak, là, il y a 2 heures, je crois, a dit le temps de Moubarak est terminé, il devrait se retirer. Donc même là, on pousse un peu les scénarios. Juste
Un point, parce que peut-être vous faire réagir, parce que les Israéliens se sont toujours vantés quand même d'être la seule démocratie au Proche-Orient. Est-ce que quand elle arrive chez leurs voisins, ils n'ont pas très envie d'avoir arrivé? C'est ça qui est tragique. C'est-à-dire, on parle d'Israël. Israël se vante d'être la seule puissance démocratique au Moyen-Orient. Et il voudrait faire prévaloir ce point de vue. Et le moment où il y a une révolution en Égypte, une révolution démocratique qui réclame la démocratie, ils s'opposent à cette révolution et ils disent très clairement, d'une manière sans aucune équivoque, nous sommes pour la dictature. Pourquoi? Parce qu'avec un dictateur, nous pouvons nous arranger, tandis qu'avec un régime démocratique, on ne peut pas s'arranger. Le mot de la fin avant notre question. Juste deux commentaires. Oui. Si Ehud Barak, pas Barack Obama, si Ehud Barak, il y a 2 heures, annonce ça, c'est parce que tout le monde sent le vent tourner, quoi. Tout le monde sent bien que Moubarak va partir et on prépare l'avenir. Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'Israël soutient autant l'Égypte? Parce que l'Égypte permet le blocus de Gaza de fonctionner. Parce que s'il y a une ouverture, c'est terminé, et là, ça rend plus compliqué la situation d'Israël. Alors, notre question avec notre partenaire, le Figaro.fr, que l'on pose tous les jours aux internautes, à nos internautes, la voici, elle s'affiche. Pensez-vous que Moubarak quittera le pouvoir avant la fin de la semaine? C'était l'ultimatum que l'opposition lui avait posé, c'est-à-dire vendredi. Non à 65% des votants, oui à 21%. Ça vous semble réaliste? Ou en France ou en Égypte? Non, mais c'est une question qu'on a posée aux internautes. Donc vous savez maintenant que, comme tout le monde a accès à Internet, encore plus les Égyptiens, peut-être qu'ils ont voté en masse. C'est évidemment possible, mais malheureusement, c'est pas certain. Et ben on peut faire encore beaucoup de mal. C'est une belle conclusion. Cette réponse est peut-être pessimiste, mais en même temps réaliste. Merci beaucoup, messieurs, pour cette analyse et ce décodage de la situation. L'autre actualité du jour, c'est la zone de grosse turbulence traversée par Michèle Alliot-Marie. Je suis meurtrie de ce dont on m'accuse, a-t-elle déclaré ce soir. La ministre des Affaires étrangères qui exclut de démissionner après les révélations du Canard enchaîné, affirmant qu'elle a eu recours au jet privé d'un riche homme d'affaires tunisien, présenté comme proche du clan Ben Ali. Certains au Parti socialiste demandent sa démission ce soir. Les précisions de Pierre Bonde-Joseph. 2 minutes, pas plus. Bernard Accoyer n'a pas laissé plus à Michèle Alliot-Marie pour s'expliquer sur son séjour en Tunisie et le jet privé d'un proche de Ben Ali dont elle aurait bénéficié pour s'y rendre. Je veux simplement dire une chose, c'est qu'arrivant après Noël à Tunis, un ami qui allait à Tabarka, lieu final de destination avec son avion, m'a effectivement proposé de voyager avec lui, puisqu'il avait des places, plutôt que de faire les 2 heures de voiture. Il n'a à aucun moment mis son avion à ma disposition. Si la ministre reconnaît avoir eu recours à un vol privé, elle affirme en revanche avoir réglé elle-même les nuitées d'hôtel. Le président Sarkozy appréciera. En juin dernier, il avait lui-même édicté de nouvelles règles. Après les affaires Alain Joyandet et Christian Blanc, il avait promis des sanctions aux ministres qui n'assumeraient pas personnellement les frais liés à leur vie privée. Michèle Alliot-Marie, une ministre au pied d'argile, qui enchaîne les faux pas. Début janvier, elle proposait à la Tunisie l'aide de la France en matière de maintien de l'ordre avant de se défendre d'avoir été mal comprise. Madame Alliot-Marie a tout faux dans la crise tunisienne. Madame Alliot-Marie s'est discréditée. Elle s'est discréditée par sa complaisance, elle s'est discréditée par sa proposition de venir en aide à ceux qui répriment en Tunisie. Elle n'a pas compris l'aspiration démocratique. Et tout ça s'explique aussi en partie par le fait qu'elle est liée intimement avec le clan qui dirigeait la Tunisie. Et tout ça la rend aujourd'hui totalement inaudible, discréditée. Elle ne peut plus porter la voix de la France. Michèle Alliot-Marie, ce soir, refuse toute démission. Une position de plus en plus difficile à tenir. Un courrier du Premier ministre dévoilé ce matin en réponse au député Jean-Marc Ayrault affirme que jusqu'au 12 janvier, le gouvernement français a autorisé les livraisons de gaz lacrymogène à la Tunisie avant de se rétracter et de bloquer la livraison le 17, soit 3 jours après la fuite du dictateur Ben Ali. Voilà, Michèle Alliot-Marie qui s'est justifiée tout au long de cette journée. On va l'écouter justement, c'était au journal de 20h de France 2 tout à l'heure. Je suis profondément attachée à la Tunisie. Alors je vais vous le dire, je suis meurtrie de voir ce dont on m'accuse. Je suis meurtrie de voir que l'on essaie de monter une opération autour de ce qui n'existe pas. Je l'ai décidé au dernier moment. Il y avait des mouvements comme il y en a dans beaucoup de pays. Il n'y avait rien. Si vous voulez bien regarder exactement ce qui s'est passé, reprenez les journaux de l'époque. Il n'y avait aucune répression. Et je vous signale que même le suicide qui a été à l'origine, alors là pour le coup des événements, s'est produit à la fin... Avant les vacances de Noël. Non, il me semble que c'était à la fin de mon séjour. Moi, j'en ai le sentiment, c'est le souvenir que j'ai, et je n'ai pas, effectivement, quand c'est quelque chose de limité.
Voilà, et alors que certains membres du Parti socialiste, comme Pierre Moscovici, vous l'avez vu dans notre sujet, ou encore Jean-Marc Ayrault, patron des députés socialistes, demandent la démission de Michel Liot-Marie, eh bien Jack Lang se distingue à son habitude. On écoute, et il était sur notre antenne tout à l'heure. Non, elle n'a pas à démissionner. Pourquoi démissionnerait-elle? Pourquoi? Non, écoutez, bon, on peut contester, on mélange toujours tout. On peut contester la façon dont la politique internationale a été menée vis-à-vis de la Tunisie. Mais bon, elle a expliqué à l'Assemblée nationale tout à l'heure, je n'ai pas de raison de mettre en doute sa parole, qu'un de ses amis lui a proposé, depuis Tunis, de prendre le même vol que lui. Voilà, Jack Lang, invité de l'émission Politique Preuve par 3. C'est juste après ce journal. Et tout de suite, c'est l'invité politique du 22h, Robert Rue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénateur CRC du Val d'Oise. On va commencer par cette polémique aujourd'hui. Est-ce que selon vous, Michel Liot-Marie doit démissionner? Écoutez, un membre du gouvernement doit être irréprochable. Elle dit qu'elle n'est pas engagée avec cet homme qui serait proche de Ben Ali. Bon, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre ses responsabilités. La démission de Madame Liot-Marie, en toute conscience, lui appartient ou appartient au président de la République. Donc moi je pense qu'effectivement, si les fautes qui lui sont reprochées, il y a faute morale, si on en croit ce que révèlent vos confrères, eh bien là, il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Elle a justifié un petit peu comment elle a pris les circonstances dans lesquelles elle a pris cet avion, en disant qu'elle a ensuite payé sa note d'hôtel, en disant qu'elle a pris cet avion vraiment quelques minutes, et que c'était juste un accompagnement à une ville. Est-ce que selon vous, est-ce que ça interfère avec la politique étrangère de la France? Non, mais écoutez, la démarche la plus incompréhensible, c'est qu'elle se rend en Tunisie, alors que contrairement, elle s'est trompée tout à l'heure dans la date incontestablement. Ce jeune s'était immolé et les mouvements s'engageaient. Donc il y a un vrai comportement, non, y compris accordons-lui des circonstances atténuantes, y compris si elle n'a pas eu conscience de cela, ça montre les liens qui existaient entre le gouvernement français et l'équipe Ben Ali, c'est évident. Des liens que tout le monde connaissait, y compris vous et l'opposition. Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne suis jamais allé en Tunisie, mais il est clair qu'elle savait où elle mettait les pieds. Ce n'est plus un pays à éviter, il faut quand même y aller. Non, mais puis j'ai encore plus envie d'y aller aujourd'hui. Alors, les pays sont en train de laisser tomber, en tous les cas en Égypte, Hosni Moubarak, les uns après les autres. Est-ce qu'il faut qu'ils partent? Oui, bien sûr qu'il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent et on voit bien qu'aujourd'hui encore, c'est un régime à l'agonie qui essaie de résister, de se maintenir. La manifestation qu'on a vue cet après-midi, gravissime, avec des centaines de blessés, on dit des morts même, eh bien c'est une manipulation. Dans toute révolution, c'est constant. Il y a des provocations de ce type. C'est une provocation. Et je pense que l'histoire, elle la révélera encore plus massive qu'elle n'apparaît aujourd'hui, c'est évident. Vous auriez été égyptien ou tunisien, Robert Rue, vous seriez parmi les manifestants au Caire, à Tunis, puis dans toutes les villes de ces pays? Mais oui, pourquoi je serais parmi les manifestants? Parce que on est confronté à deux problèmes majeurs. Il y a une révolution sociale. Il faut savoir que un Tunisien sur deux n'a que 2 € par jour pour vivre. Donc, révolution sociale. Et puis, révolution politique, parce que il y a une absence de démocratie. Il faut appeler un chat un chat. Il y a des dictateurs. Aujourd'hui, on a encore dans les couloirs du gouvernement quelques difficultés à dire dictateurs. Mais nous avons affaire à des dictateurs. Alors, évidemment, quand on coopère avec eux dans certains domaines, c'est plus compliqué. Est-ce que vous seriez allé en Tunisie, comme Olivier Besancenot, Pierre Laurent ou encore Eva Joly, pour respirer l'air de la révolution bien après la chute de Ben Ali, comme ils l'ont fait? Comment vous avez jugé cette démarche? Bon, écoutez, j'aime pas trop quand on prend le train en marche. J'aime pas trop quand on va là pour humer l'atmosphère, mais en fait ça paraît très récupérateur. Donc je pense qu'il faut être prudent. Il faut accorder notre solidarité, il faut effectivement l'exprimer sous différentes formes, mais pas avoir l'air de ni venir pour récupérer, ni venir pour donner des leçons. Les deux sont à rejeter. Bon, déjà vous n'êtes pas d'accord avec cette gauche-là, alors que vous venez de publier ce texte, unir la gauche dès le premier tour. C'est un appel, c'est une invitation. Franchement, la gauche, elle a rigolé. Oui, je pense. Quand elle a vu ça.
Je pense que aujourd'hui, la situation de la gauche n'est pas aussi sereine qu'on peut l'imaginer, aussi facile qu'on peut l'imaginer. Personne ne l'imagine sereine. Hein. Il y a des sondages qui donnent la gauche probablement élue, possible. Enfin, mais tout ça, c'est du poison. Je le dis dans mon appel, c'est du poison. En fait, la réalité, nous avons un pouvoir qui est affaibli. Nicolas Sarkozy, la droite, sont affaiblis. Mais de là à penser qu'avec la montée de l'extrême droite populiste de Madame Le Pen, on est à l'abri d'un spectre du type 2002, je crois qu'il faut y veiller. Et donc, c'est ce que je dis. Je dis, attention, il y a le Parti socialiste qui veut organiser des primaires. Bon, c'est tout à fait respectable. Mais qui va sortir des primaires? Un candidat socialiste. Oui. Si on a envie d'être efficace, si on a envie d'être le plus haut possible... Vous vous rassemblez derrière lui. Il ne faut pas se rassembler derrière lui. Il faut d'abord imaginer un accord politique, un accord législatif, et ensuite, pourquoi pas, une candidature commune. Alors, si la candidature commune, comment évoquer une candidature commune, Robert Rue, quand par exemple on écoute la réaction très vive et virulente de Jean-Luc Mélenchon sur Dominique Strauss-Kahn, qui peut être le candidat socialiste? Mais je suis en désaccord total avec Jean-Luc Mélenchon. Je regrette. Moi, le bruit, la fureur, c'est pas mon truc. Cette union de la gauche. Je vais vous le dire. Le peuple de gauche, il aspire à l'unité. À l'unité. Donc aujourd'hui, à la différence de Jean-Luc Mélenchon, que je respecte par ailleurs, moi je suis unitaire. Lui, son plan de campagne, c'est de casser le DSK et taper sur le Parti socialiste. Sinon, il n'existe pas. Moi, je ne m'inscris pas dans cette démarche. Je suis pour une démarche unitaire et je pense qu'il ne faut pas effectivement s'inscrire dans une division supplémentaire de la gauche. Casser DSK, s'appuyer sur le Parti socialiste, mais aussi un petit peu écraser le Parti communiste pour prendre la vedette et se présenter en 2012. C'est ce qu'il a fait? Ça, c'est l'affaire du Parti communiste. Je ne dis pas des communistes parce que vous l'avez bien connu. Moi, je suis... Oui. Ça vous fait quelque chose qu'il soit cet homme-là, que vous respectez peut-être, mais qui représente aujourd'hui le courant que vous avez tant connu et pour lequel vous vous êtes battu? Je pense que le Parti communiste, si sa direction semble s'engager dans cette voie, et s'il est consulté démocratiquement, il hésitera à s'engager dans une voie qui n'a pas été la sienne jusqu'à maintenant. Il a fait un putsch, parce que je ne sais pas s'ils vont être consultés démocratiquement là. Écoutez, vous le dites vous. Non, je vous pose une question, je mets un point d'interrogation. Je souhaiterais effectivement que les communistes puissent exprimer leur choix. Bon, il reste qu'il y a une stratégie dite de front de gauche. On voit bien, en gros, on laisse à Mélenchon la présidentielle parce qu'on peut sauver un groupe à l'Assemblée nationale. Je crains que la division empêche un score suffisant de cette gauche de la gauche. Et par ailleurs, je ne suis pas sûr que ça sauvera pour autant des positions communistes à l'Assemblée nationale. Et pourtant, moi, je vous appelez à l'union de la gauche, malgré tout cela. Malgré tout cela, vous appelez à l'union de la gauche. Oui, j'appelle à une candidature commune et à l'union. Si moi je me retrouve. Mais qui vous a répondu, Robert Rue, c'est d'hier. J'ai beaucoup de monde déjà qui m'a répondu et je crois que ça correspond à quelque chose. Si moi par exemple, je ne me retrouve pas dans la stratégie du front de gauche. Mais je ne me retrouve pas non plus dans des primaires où un candidat socialiste avec une certaine hégémonie serait désigné. Donc il faut bien trouver le chemin d'une candidature commune. Si le Front de gauche ne souhaite pas s'y associer, ou si les Verts ne souhaitent pas, Europe Écologie ne souhaite pas y participer, c'est leur affaire. Mais il faut au moins... pour que la gauche soit à un bon niveau au premier tour et puisse gagner au deuxième, battre Sarkozy, il faut être un minimum uni. Dernière question, elle est simple. S'il y a les accords dont on vous a parlé, s'il y a les accords et qu'il faut soutenir un candidat à gauche, c'est-à-dire socialiste, derrière quel candidat vous iriez le plus facilement ? Pour le moment, laissons le Parti socialiste désigner son candidat. Je ne vais pas anticiper, je ne vais pas m'ingérer dans cette campagne. J'ai mon sentiment. Mais en tous les cas... Ah, vous avez votre sentiment. Oui, j'ai mon sentiment. Avez déjà... je vais vous le dire mon sentiment. Je pense que de toute façon, le candidat socialiste sera un candidat social-démocrate. Donc, il est clair que ce soit Martine Aubry, que ce soit DSK, Martine Aubry ou François Hollande, ce sera, voire Ségolène Royal,
il sera social-démocrate. À partir de là, moi, est-ce qu'on est pour l'union avec les sociodémocrates ou pas? Moi, je suis pour cette union, comme Maurice Thorez l'a été, comme Valdez-Crochel l'a été, et comme Marchal l'a été ensuite. Donc voilà, je suis fidèle à ma démarche. Vous l'avez entendu, un appel vibrant pour unir la gauche dès le premier tour. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Robert Rue, la suite de ce journal, on va parler du Parti socialiste et de ses 10 propositions pour réformer les institutions, avec notamment cette idée, peut-être va-t-elle vous plaire, d'interdire aux parlementaires de cumuler leur mandat avec un exécutif local. C'est les précisions avec Alexandra Colino. Un tango, quelques propositions de réforme en main, mais pas de grand soir institutionnel. Manuel Valls présente cet après-midi ses propositions pour réformer les institutions. Il ne veut plus de l'hyper-président Sarkozy, mais entend garder l'esprit de la Ve République. Et c'est là que le bas blesse au PS, car certains veulent un changement plus radical. De nombreux partis politiques aujourd'hui proposent le changement de régime. Le Parti socialiste ne peut pas ne pas proposer ce changement profond dans notre pays. Et ils ne se sont pas privés pour le dire à Manuel Valls hier soir au bureau national du parti. Il faut des contre-pouvoirs dans ce pays. Et M. Valls répond pas à ça. Non, lui, il nous faisait l'apologie de la 5e, plus quelques akouskis autour, dont on lui a expliqué qu'il n'était pas dans le coup, quoi. Seul contre tous, car Martine Aubry n'était pas là pour le soutenir. Valls n'a pas obtenu de vote sur son projet de réforme. Il paraît qu'il n'y a pas eu de soutien. Je dis, vous verrez dans quelques instants. Bah si, tu l'as fait. Vous savez que les socialistes débattent. Et sur ces questions-là, dès qu'il s'agit de la démocratie, des institutions, c'est normal qu'il y ait des points de vue. Et en même temps, ce qui est essentiel, et Martine Aubry le redira encore dans un instant, c'est que les socialistes ont des propositions pour en finir avec l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy. Ni poursuivre les mirages, ni cultiver les remords, précise-t-il dans sa note. 2 points du projet ont néanmoins été abandonnés. Le premier, rendre obligatoire le vote, et le deuxième, limiter dans le temps le cumul à 3 mandats successifs. Ce dernier point est cependant étonnant, car Martine Aubry avait défendu le non-cumul des mandats l'été dernier. Allez, la suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info de Paul Bouffard ce soir. Yassi, un doux nom pour ce qui pourrait être le pire cyclone de l'histoire de l'Australie. Une tempête tropicale d'une intensité maximale, avec des rafales de vent atteignant jusqu'à 290 km/h. Toitures arrachées, arbres déracinés, le centre du cyclone a balayé la côte est du pays. Après les fortes crues qui ont touché le Queensland en décembre, des milliers de personnes fuient la côte, escortées par l'armée. Gouvernement en difficulté au Sénat. Aujourd'hui débutait l'examen du projet de loi sur l'immigration. Voté en première lecture par les députés, les sénateurs, quant à eux, lancent 2 avertissements au gouvernement. Premier point de désaccord, les dispositions relatives au maintien en rétention administrative des sans-papiers. Autre point de désaccord retenu par les centristes, l'extension de la déchéance de nationalité aux personnes ayant la nationalité française depuis moins de 10 ans, responsables de crimes à l'encontre de l'autorité publique. Ce texte, comme tous ceux qui l'ont précédé, est inutile, inefficace, inconstitutionnel, idéologiquement dangereux et pervers. Majeur devant les tribunaux à 16 ans, c'est la proposition de loi de Christian Estrosi. Suivi par plus d'une centaine de ses collègues de l'UMP, du Centre et du MPF, le député maire de Nice propose d'abaisser la majorité pénale pour permettre aux juges de renvoyer un adolescent de 16 ans devant les tribunaux. Un texte qui sera à l'ordre du jour avant l'été, selon l'ancien ministre. La police emboîte le pas des CRS. Une vingtaine de policiers s'installent devant leur commissariat de Montbrisson, dans la Loire. Ils manifestent contre sa fermeture programmée au 1er août. Nouvelle protestation des forces de l'ordre après que Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, ait annulé la fermeture de 2 compagnies républicaines de sécurité à Lyon et à Marseille. C'est 12 000 emplois que nous perdrons entre 2007 et 2012, et c'est une réalité, et c'est un cri d'alarme qu'aujourd'hui les citoyens doivent comprendre, parce que demain la sécurité sera aux mains des polices municipales et des sociétés privées de surveillance. Le prix du baril de pétrole grimpe, les tarifs d'Air France s'envolent. La compagnie aérienne augmente la surcharge carburant payée par ses passagers. À partir du 1er février, chaque voyageur paiera 20 € de plus pour un aller-retour long courrier et 4 € sur un court ou moyen courrier. Un supplément dû à la hausse incessante du pétrole, deuxième poste de dépense du groupe aérien. Allez, on passe à notre page décodage avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Et on va parler de ce projet de loi annoncé au Conseil des ministres, inscrire donc l'équilibre des comptes publics dans la Constitution. Ça veut dire que le déficit sera interdit? C'est une révolution, si ça se fait.
Il y a beaucoup de révolutions, décidément. Ah oui. Oui. Celle-là, c'est une ordre financière, oui. disons. Effectivement, c'est normalement le principe de ce que les financiers appellent la règle d'or budgétaire, c'est-à-dire inscrire dans la Constitution que tout déficit sera interdit en France. Ça veut dire que chaque année, quand le Parlement aura voté le budget ira au Conseil constitutionnel, et si ça ne respecte pas cette règle d'or, le Conseil constitutionnel retoquera le budget et il faudra le revoter, le reformater. Alors d'ores et déjà, l'Allemagne vit sous ce régime depuis le 1er janvier dernier, 2011. Elle a décrété qu'en 2016, le déficit allemand sera nul et en 2020, ce sera le tour des Länders allemands. Alors pour la France, c'est extrêmement important parce que si effectivement cette perspective devient véritablement crédible, le papier, la dette allemande s'arrachera comme des petits pains et la dette française risque d'être délaissée au profit de la dette allemande. Et dans ces conditions, on assisterait par un effet de vase communicant à la remontée des taux d'intérêt en France, une remontée extrêmement importante parce que la dette allemande sera adorée comme le veau d'or puisqu'il s'agit bien du respect de la règle d'or. Est-ce que ce retour à l'équilibre, c'est pas un petit peu utopique? Alors, c'est quand même, ça dépend de quoi l'on parle. Effectivement, si on dit règle d'or massif, c'est-à-dire application déficit zéro. Les Allemands disent en 2007, c'est pas tout à fait zéro, ils disent 0,36%. C'est vous dire à quel point la chose est quand même précise. Et puis on peut imaginer également une règle que j'appellerais une règle plaqué or, c'est-à-dire le fait qu'on se fixerait un objectif à terme de réduction budgétaire progressif avec une idée sans fixer de date d'un objectif zéro à terme, et chaque année, si effectivement on ne respectait pas la baisse constante dans des proportions convenues à l'avance, tout ça est un peu complexe et un peu technique, effectivement, ça serait retoqué par le Conseil constitutionnel. Mais effectivement, il ne faut pas se faire de grosses illusions. D'autres pays appliquent déjà la règle d'or. L'Espagne, le Royaume-Uni, le Canada, les Pays-Bas. Mais regardez l'Espagne, elle a un budget qui est complètement mité, comme l'est aujourd'hui le budget français. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des circonstances qui font qu'il est extrêmement difficile. Donc on aménage la règle d'or, elle devient plus complexe, on invoque de multiples arguments techniques pour passer à côté. Donc, en fin de compte, la réalité finit toujours par triompher. Enfin, il y a un dernier point, c'est qu'il y a un aspect politique dans cette affaire. On demande d'inscrire dans la Constitution la règle d'or avant la présidentielle. Pour que ça soit inscrit dans la Constitution, il faut que 60% des parlementaires le votent. Ouais. Donc, il faut que des socialistes se prononce sur cette affaire dans les prochains mois. Autrement dit, le gouvernement met les socialistes devant une situation en disant il faut que vous prononciez pour savoir si oui ou non vous êtes pour l'équilibre budgétaire, et ça peut faire des divisions, des tensions, des discussions au sein de la gauche elle-même qui peuvent être utiles dans la perspective des présidentielles. Merci beaucoup Jean-Luc Gombaud pour cette analyse. On approche de la fin de cette édition spéciale largement consacrée en grande partie à la situation en Égypte. On va d'ailleurs se rendre tout de suite au Caire en direct avec Igal Sadoun qui est correspondant de France 24 sur place. Bonsoir Igal. Bonsoir. Est-ce que tout à l'heure nous avons parlé avec Stéphanie David de violences qui se poursuivent sur place, sur la place Tahrir? Est-ce que c'est encore le cas là où l'on se parle? Oui, c'est encore le cas. Il y a effectivement beaucoup moins de manifestants que lors de la journée, mais il y a encore des violences. Il y a encore les partisans du président Moubarak qui sont autour de la place et qui lancent encore des cocktails Molotov. L'armée tire à intervalles réguliers pour repousser les assauts des partisans du président Moubarak pour éviter qu'ils ne sonnent la charge contre les anti-Moubarak. C'est encore donc une scène de bataille rangée ici dans le centre du Caire qui devrait être sous couvre-feu théoriquement mais qui en réalité est dans une situation de tension extrême et qui, on se demande bien sûr jusqu'à quelle heure, jusqu'à quand cette situation va durer. Merci beaucoup Igal Sadoun. Vous nous confirmez donc que les violences se poursuivent donc sur la place Tahrir. On arrive à la fin de cette édition, mais je vais vous rappeler les principales informations qui viennent de nous arriver. Donc on a un bilan pour aujourd'hui qui est de 3 morts et de 639 blessés dans les heurts, donc principalement sur cette place Tahrir. À noter aussi que les États-Unis espèrent que l'Égypte gardera un rôle constructif dans le processus de paix dans la région. Et puis Hillary Clinton qui réclame une enquête sur les violences qui se sont produites
produite aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà pour l'essentiel de cette édition spéciale sur la situation en Égypte. Nous en parlerons également bien sûr demain dans notre 22h. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, c'est l'émission politique Preuve par 3. L'invité, c'est Jack Lang. Belle soirée à vous.